vous parler de... Donc merci pour l'invitation déjà, c'était pas facile de venir avec la grève, mais bon, on y est arrivé. Je vais vous parler de sphincter artificiel et surtout d'innovation française. Donc c'est le sphincter qui s'appelle UroActive, hein, c'est le nom du dispositif. Alors j'ai des liens d'intérêt hein, évidemment avec ce dispositif qui ne sont pas cofinanciers parce que j'ai fait c'était mon projet de recherche, de Master 2 de recherche en 2012. Voilà, donc il y a plus de 12 ans. Et il a dit ça fait 12 ans que je travaille dessus. Je pense que juste on parle pas du même intérêt. Alors je vais commencer par vous parler du gold standard que vous connaissez tous, donc l'AMS 800. Qui a été racheté par Boston Scientific il y a quelques années. C'est une prothèse qui marche très bien, qui est en silicone. Il y a trois composants, la manchette qui est autour de l'urètre, le ballon de pressurisation qu'on met à côté de la vessie et la pompe qui permet d'ouvrir la manchette qui est dans le scrotum chez l'homme et dans la grande lèvre chez la femme. Alors, c'est un dispositif qui a été développé dans les années 70 par Scott et Tim, Scott étant l'urologue et Tim l'ingénieur. Il y a une version, la version qu'on connaît actuellement, elle était déjà là en 1983, puisque le design n'a pas changé depuis plus de 40 ans. C'est un dispositif qui a fait ses preuves, mais il y a quand même quelques points d'amélioration qu'on peut envisager. Alors, il est non ajustable, c'est-à-dire que vous avez 3 ballons de pressurisation à votre disposition, mais une fois que c'est implanté, vous ne pouvez plus le changer. Et en fait, comme il n'y a pas de critères qui permet de savoir quel ballon il faut mettre, notamment au niveau du niveau d'incontinence, etc., tout le monde met le même, et tout le monde met le 61-70. La pression est constante, elle ne s'adapte pas à l'activité du patient et on peut aussi se poser quelques questions sur l'ergonomie parce que les hommes doivent manipuler leur pompe dans le scrotum et les femmes dans la grande lèvre. J'ai eu la chance d'encadrer une thèse de médecine, une étudiante qui a fait sa thèse de médecine sur le sphincter chez la femme et elle a mis en évidence que plus de 30% des femmes se souillent les mains avec de l'urine quand elles doivent manipuler leur pompe. Et alors, le saviez-vous, quand vous mettez un sphincter AMS 800 chez un homme en cas de primo-implantation, vous avez 30%, il a 30% de risque d'être réopéré dans les 2 ans, toutes causes confondues. C'est beaucoup. Panne, révision, explantation, érosion, toutes causes confondues. Et là, je me base sur 2 articles, sur 2 études qui sont... Non ? Alors... 2 études qui pour moi sont très différentes mais méthodologiquement irréprochables. Donc déjà la pre-market assessment en 2001, c'est une étude clinique qui a été faite par le constructeur pour avoir le FDA, le renouvellement du FDA Approve, et qui ont trouvé un taux de révision, un taux de survie sans révision de 68% à 2 ans. Et récemment, Louis L'Enfant, qui est un de mes collègues, qui a utilisé la base Observapure, base nationale, sur 8500 patients, il a retrouvé le même taux de révision à 2 ans. Aurélien, juste, oui. Excuse-moi, j'ai réagi, mais c'est juste parce que ça, c'est la pratique française où il y a en moyenne, pour certains urologues, 1 à 2 sphincters posés par an. Oui. Ce qui explique en fait ce taux. C'est pour ça que je réagissais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer qu'il est normal qu'on ait 30% de révision dans une équipe qui est entraînée par les sphincters. Effectivement, on ne peut pas considérer que c'est normal, mais en tout cas, ce sont les chiffres sur la pratique en France. Et la pre-market assessment aurait été faite aux États-Unis. Alors, le sphincter UroActive. Donc, on remplace... L'idée, c'est qu'on remplace le ballon et la pompe par un boîtier en titane qui contient un réservoir, une pompe, une batterie, de l'électronique, une antenne, tout ce qu'il faut pour pouvoir contrôler au millilitre près le remplissage, au microlitre près, le remplissage de la manchette qui est autour de l'urètre, et la manchette, elle change assez peu par rapport à celle de l'AMS 800. Le dispositif communique sans fil avec une télécommande que le patient a en sa possession, qui lui permet d'ouvrir sa manchette pour uriner, et qui lui permet aussi de changer les pressions d'occlusion urétrale
le niveau de pression, j'en reviendrai dessus après. Le clinicien, lui, il a une tablette qui lui permet de télécharger les données qui sont enregistrées dans l'implant, un certain nombre de données techniques et cliniques, et il peut changer les paramètres. Par exemple, la pression d'occlusion, la pression couchée, c'est-à-dire la pression qu'on demande d'appliquer en position couchée. Le temps de miction est paramétrable aussi, et il y a une fonction automatique qui s'appelle Eurotimer, qui va en fait désactiver le dispositif, enfin qui va ouvrir la manchette et désactiver le dispositif si le patient ne l'utilise pas pendant un certain temps donné. Alors je parlais des deux niveaux de pression. L'implant de base, il a une pression qui permet au patient d'avoir ses activités de la vie quotidienne, c'est la pression dans la journée. Et on va lui demander la nuit de baisser la pression de son dispositif, parce que vous savez tous que les patients incontinents, dans la grande majorité des cas, n'ont pas de fuite la nuit, parce que quand ils sont allongés, la vessie est au niveau de l'urètre, ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de surpression abdominale, et donc ils n'ont pas de fuite. Donc on peut se permettre de desserrer la manchette la nuit. Alors les bénéfices attendus d'un tel dispositif, c'est une chirurgie d'implantation qui est plus rapide, et il n'y a pas de chirurgie intra-abdominale, donc pas de complications pariétales. L'ouverture automatisée de la manchette, c'est intéressant, parce que c'est pas au patient d'aller manipuler une pompe pour ouvrir la manchette, elle se fait à partir du moment où il a appuyé sur le bouton de la télécommande, ça se fait automatiquement. Il y a deux niveaux de pression, donc ça, on pense que sur le long terme, ça va permettre de préserver l'urètre. Les pressions sont ajustables, donc quand le patient soit n'est pas content de son niveau de continence, soit s'il a une récidive de l'incontinence après, en fait, on n'est pas impuissant, entre guillemets, on peut tout simplement serrer un petit peu plus la manchette et régler ce problème. La fonction de sécurité Eurotimer, c'est une fonction qui va prévenir des rétentions d'urine et éventuellement des traumatismes urétraux si le patient arrive inconscient aux urgences et qu'il est amené à être sondé. Après, il faut que ça passe le certain délai de paramétrer. Les données d'utilisation, j'en parlerai après. C'est vraiment passionnant, un sujet passionnant. Et la personnalisation des paramètres, comme le temps de miction par exemple, ça permet vraiment d'avoir une adhésion du patient à sa thérapie et ça améliore le relationnel qu'on a avec eux. Alors l'historique du projet, alors vous connaissez peut-être le professeur Pierre Moser, qui est le PUPH parisien le plus grenoblois que je connaisse. Donc il a eu l'idée en 2006. Alors Pierre Moser, il a dans son premier fait d'armes Coelis, avec ses premiers brevets, il les a posés sur la fusion d'images écho-IRM. Et ensuite il s'est dit qu'est-ce que je vais faire et puis il était chef de clinique à la Pitié, c'était François Richard, chef des services, et il a vu en fait, la légende raconte qu'il a vu un patient aller aux toilettes avec sa femme, parce que c'est sa femme qui actionnait la pompe pour que le patient puisse uriner. Il s'est dit quand même, on est au XXIe siècle, à l'ère de l'électronique et de l'informatique et des nouvelles technologies, je vais essayer de faire quelque chose. Donc il a encadré un ingénieur en thèse, Ami de la Braoui, et ils ont créé en 2011 la société Euromens, qui est implantée à Grenoble. Moi, je suis arrivé en 2012, comme je l'ai dit, dans mon projet de master. On a fait plein de sujets anatomiques avec des prototypes, on a fait plein de recherches, etc. Et en 2018, il y a eu l'inauguration de l'usine, qui est elle aussi située dans la région grenobloise, au Fontanil pour être exact. Donc l'usine, il y a une salle blanche, c'est très impressionnant. En fait, ils vont importer tous les composants de l'unité de contrôle qui sont fabriqués par des sociétés spécialisées, bien sûr. Donc la batterie, le moteur, etc. Et tout ça est assemblé sur site. Et ensuite, on a fait des animaux. J'en parlerai après. Et ça a amené à faire la première implantation chez l'homme en 2022. Et chez la femme en 2023. Alors, vous voyez que entre la création d'Euromens et la première implantation chez l'homme, donc il y a eu 11 ans, c'est à peu près le délai qu'il faut. Et c'est donc un dispositif de conception française, de fabrication française, avec une première implantation en France. Et ça, on est quand même assez fiers de ça.
Je vais vous parler dans la suite donc, des études que j'ai menées sur les sujets anatomiques, sur les animaux, et je vous parlerai des premières études chez l'homme en dernier. Donc on a fait de l'urodynamique sur des cadavres, donc ça marche très bien, et notamment le profil urétral, on peut aussi faire des retrograde ligament pressure, mais chez l'homme, chez la femme c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas le profil urétral ça marche, la profilométrie ça marche très très bien. Et donc on a fait une étude comparative entre UroActive et l'AMS 800 sur 3 hommes, 3 femmes, et notre critère de jugement principal c'était la pression de clôture maximum. La méthodologie, on implantait successivement, donc d'abord la manchette, ensuite on implantait on connectait les 3 ballons de pression différentes de l'AMS 800, et pour chaque ballon, on fait un profil. Ensuite, on remplace le ballon. Alors à l'époque, c'était un prototype de l'unité de contrôle. On fait une calibration pression-volume et après, il n'y a plus qu'à demander la pression qu'on veut à l'unité de contrôle et on fait des profils correspondants. Donc on a fait des profilométries pour des pressions allant de 10 à 150 par pas de 10. Ça, c'est nos résultats. Donc, à gauche, les hommes, à droite, les femmes. Les points rouges, c'est l'AMS 800. Les croix, c'est UroActive. Et vous voyez que, en fait, avec une seule unité de contrôle, on arrive à surpasser les pressions de clôture, que ce soit vers la gauche ou vers la droite, des 3 ballons AMS 800. Cette étude, en fait, elle prouve l'ajustabilité du système. On a présenté ces résultats à l'AUA en 2022 et j'ai mis du temps à écrire le papier, mais on vient d'être accepté dans Artificial Organs, donc je suis assez fier de ça. Ensuite, on a fait des études chez l'animal. Alors, les études chez l'animal, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pas pour se faire plaisir, c'est parce qu'en fait c'est obligatoire et c'est demandé par les organismes de certification. Donc la FDA aux États-Unis, les organismes notifiés en Europe. On a fait, le meilleur animal, la meilleure victime, malheureusement, c'est le bélier, parce que c'est un animal qui a à peu près la même corpulence qu'un homme, ça fait 80 kg. Ça grossit pas pendant l'étude, parce que si on prend par exemple des cochons, le cochon il va grossir entre le début et la fin de l'étude, et ça c'est problématique. L'homme aussi, c'est sympa, et voilà, il se plaint pas, et c'est cool. Donc on a fait 26 béliers, donc 20 béliers tests qu'on a implantés, et on a fait aussi des témoins qu'on a opérés mais pas implantés. On les a répartis dans 4 cohortes de suivi. Une cohorte 1 mois, une cohorte 3 mois, une cohorte 6 mois et une cohorte 1 an. Alors l'étude, on reste dans la région, parce que l'étude chez les béliers, c'était à Chasse-sur-Rhône. Cette magnifique bourgade. Et puis après, la ferme où ils étaient envoyés, c'était à côté de Saint-Étienne. Et on les mange tout à l'heure. Donc, on les implante. Voilà, donc là, vous avez la photo d'un bélier qui est sur le dos, avec les pattes qui sont vers nous, là. Donc là, on aborde l'urètre, on met la manchette, et ensuite on met l'unité de contrôle en sous-cutané au niveau abdominal. Alors, la petite subtilité, c'est qu'un bélier, c'est un urètre très petit, parce qu'en fait, on peut mettre dedans une sonde urétérale arrière 6 ou 7. Donc en fait, la manchette, elle est autour de l'urètre et des corps caverneux. Mais tous ceux qui ont fait des études sur bélier avec des sphincters artificiels ont fait la même chose. En fait, on ne peut pas disséquer l'urètre sur un bélier. Le bélier, on ne peut pas lui demander d'utiliser une télécommande, évidemment. Donc en fait, pour pas qu'il soit en rétention, on ouvrait le dispositif fonctionnait de manière automatique. Il était ouvert la journée et fermé la nuit avec des périodes d'ouverture de 15 minutes toutes les 2 heures. Voilà, toutes les 1h45. 1h45 fermé, un quart d'heure ouvert. C'est un peu ce que j'essayais de représenter ici. Et à la fin de l'étude, ils étaient sacrifiés, puis on regardait les effets locaux et les effets systémiques. Donc sur les 20 animaux, on les a tous implantés sans difficulté. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement de l'implant, tous les implants ont été activés, etc. Il y a eu 2 événements mineurs qui étaient des rotations de boîtier
qui n'ont eu aucun impact sur le fonctionnement du dispositif et qui étaient probablement liés à l'agitation des animaux après l'intervention. Et il y a eu deux événements majeurs qui étaient deux infections du dispositif, donc des infections post-opératoires qui sont survenues avant l'activation du dispositif. Il y en a un qu'on a dû drainer et un qu'on a dû explanter. Les analyses histologiques effectuées à la fin d'études, je vous ai mis la conclusion, mais montrer que les effets locaux et systémiques sont compatibles avec l'implantation d'un sphincter, d'un dispositif externe. Et donc, c'est pareil, cette étude, on l'a publiée. Alors ensuite, on est passé donc, aux études cliniques, donc, qui ont commencé en 2022 pour les hommes et en 2023 pour les femmes. On a fait 6 patients et 6 patientes. Donc ça fait 12 patients au total, vous avez le nom des études. Chez l'homme, c'est l'étude SOFIA, et chez la femme, c'est l'étude Transition. Alors c'est pas moi qui ai choisi ce nom-là, et c'est un petit peu mal passé c'est un peu mal passé aux États-Unis. Donc on le refera pas pour la deuxième étude. Il y en a qui se sont fait assassiner pour moi que ça. Ouais. Non mais moi j'ai une patiente qui est venue me voir en me disant pourquoi ça s'appelle Transition, parce que j'ai dit ça à mes copines et elle me pose maintenant des questions. Là vous voyez donc le dispositif qui est projeté sur l'abdomen du patient. Et en fait, on pourrait penser comme ça que c'est gros et que ça va se voir et que ça va gêner les patients. En fait, ils ne sont pas gênés. Enfin, en tout cas, dans ces études-là, on a vraiment posé la question. Il n'y en a aucun qui rapporte une gêne liée à la taille du dispositif. Alors, sur les 12 patients, on a eu 4 désactivations automatiques liées à la fonction de sécurité. Alors un, parce qu'il est arrivé inconscient aux urgences, et donc lui, c'était bien que ça se désactive et la fonction a joué son rôle. Et alors il y en a eu 3 autres qui ont eu en fait des désactivations parce qu'on avait été un petit peu trop prudent sur la période de paramétrage. Et alors je pense que si je vous pose la question, vous seriez assez surpris, mais en fait, si je vous demande combien de temps vous mettez d'un intervalle entre 2 mictions au maximum dans une journée, et en fait la réponse c'est plutôt proche de 14 heures. Quasiment les 6 patients ont fait au moins une nuit de plus de 13 heures. Les réductions en termes de pas de test. Alors, donc les pas de test, l'objectif de l'étude c'était une réduction de 75% du pas de test. C'est les objectifs qui sont demandés en fait par les organismes qui vont de certification. C'est sûr que c'est pour nous on veut plus, mais en tout cas d'un point de vue réglementaire c'est suffisant. Donc je vous ai mis en rouge quand ça n'atteignait pas les 75%. Et vous avez sur la ligne du bas la moyenne. Donc chez les hommes, on est en moyenne à 85% de réduction du pas de test des 24 heures à 3 mois, à 6 mois et 1 an. Et chez les femmes, c'est à droite. Alors chez les femmes, c'est des résultats qu'on n'a encore pas présentés, donc vous êtes les premiers à les voir. On a des résultats qui sont excellents avec 5 patientes sur 6 qui n'ont plus du tout de protection. En fait, comme on le sait, chez la femme, le sphincter, ça marche mieux. C'est lié à la position de la manchette qui est dans l'abdomen, et du coup, quand la vessie se remplit et qu'il y a des augmentations de pression, c'est transmis à la manchette, qui va d'elle-même augmenter la pression d'occlusion. Je ne vous ai pas mis les résultats à 1 an parce que je laisserai quand même M. Chartier-Kessler les présenter à l'affût, sinon je vais lui voler la primeur. Ça c'est la répartition, donc c'est que pour les hommes, c'est la répartition des pas de test. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la cohorte de 6 patients, en fait, c'est assez bien réparti. Les 2 patients du milieu, ils étaient en pénilex avec une incontinence quasiment totale. Et on avait aussi des patients un peu moins incontinents avec plus de 100 grammes de pas de test, sachant que 100 grammes de pas de test, c'est le critère d'inclusion, à l'inclusion, à baseline. Ensuite, moi ce qui m'amuse beaucoup et ce qui me passionne, c'est les données qu'on récupère avec l'implant. Donc à chaque fois que les patients viennent en visite de contrôle, on télécharge les implants et puis ensuite charge de les interpréter. Donc on a pu en fait créer un catalogue mictionnel, donc c'est ce qui est au-dessus. Alors
tout de suite, c'est pas forcément facile à comprendre, mais en fait, c'est pas si compliqué. À chaque ligne, vous avez un jour. Et à gauche, c'est le début de la journée, à droite, c'est la fin, et au milieu, c'est midi. Et chaque barre orange, c'est une miction. Et donc, en fait, vous avez toutes les mictions du patient sur la répartition de ces mictions dans la journée. Vous voyez s'il a uriné la nuit, les intervalles qu'il met entre deux mictions, etc. Et les barres qui sont un peu gris clair, c'est quand il a appliqué la pression couchée. Donc s'il n'oublie pas, vous avez une idée de l'heure à laquelle il se couche. Donc là, par exemple, pour vous donner des chiffres, sur les 12 premiers... Non, alors là, je me suis trompé, pardon, c'est sur les 6 patients de Sophia, il y a une erreur. Sur un an, on a environ 2000 jours de dispositifs activés. On a 16 580 mictions, ça fait 8,3 mictions par jour en moyenne. Et il passe 7,7 heures par jour en moyenne en position couchée, ce qui est quand même un très bon résultat parce que il faut savoir que chez les patients qui n'ont pas de fuite la nuit, on a mis des pressions couchées qui sont quasiment à zéro. En fait, s'ils ne rapportent pas de fuite, on laisse les pressions entre 0 et 20 cm d'occlusion. En fait, la manchette est quasiment ouverte. On a même eu l'occasion de faire une cystoscopie à un patient et on a vu, j'ai pas mis l'image, mais on voit en passage en position couchée les capillaires de l'urètre qui se remplissent. Donc en conclusion, je sais pas si j'ai été trop long, trop court, je sais pas. Donc l'étude de première implantation chez l'homme, c'est ok, on est à quasiment 2 ans et demi de l'implantation du premier patient. La femme, c'est tout bon aussi, tous les voyants sont au vert. On a commencé l'étude pivotale multicentrique en juin. Monsieur Ruffon parlera peut-être un petit peu de son centre qui est le deuxième centre qui a inclus pour l'instant les patients dans l'étude. Et normalement, d'ici 15 jours, on devrait pouvoir dire qu'on a implanté aux États-Unis. Voilà. Bravo.